Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cet amphithéâtre historique du Conservatoire national des arts et métiers, portant le nom de notre fondateur. Il se trouve que rarement une conférence au Conservatoire n'aura été aussi proche de ce pourquoi le Conservatoire aura été créé. Sorry, Arndt, it's purely in French today. Entschuldigung. Cette institution a été créée au moment de la Révolution française par un abbé afin que l'université de l'époque, alors quand je dis de l'époque, c'est à la fois euphémistique, mais il n'est pas sûr que ça ne soit pas totalement corrélé à des événements plus contemporains, décide de sortir de l'étude du droit canon, des applications françaises du droit canon en droit royal et de la médecine dès lors qu'elle était non intrusive. Tout le reste était interdit, n'était pas de la science et ne devait pas être enseigné. Jusqu'au moment où François Ier, outre la création du français comme langue de la République et de l'administration du royaume à l'époque et de la République par la suite, de l'état civil, qui nous permet d'avoir une assez bonne visibilité de qui nous sommes, de quand nous sommes nés, quand nous sommes morts et parfois de quoi nous sommes morts, ce qui en termes de statistiques de la criminalité n'est pas tout à fait inutile et encore moins aujourd'hui qu'hier, et surtout est permis la création des langues orientales, puisque à l'époque on n'enseignait pas les langues étrangères, c'était pas bien, le latin oui, le français peut-être, le reste non. Depuis cette époque, grâce à un certain nombre d'innovateurs, Émile Boutmy, qui spécialise des colonnes ioniennes et doriques, inventa l'Institut des sciences politiques, et d'un certain nombre d'autres collègues venus ici au Conservatoire apprendre la chimie, la physique, la gestion, l'économie, l'environnement, voire même la criminologie, ont permis de développer des sciences nouvelles dont l'université ne voulait pas, puis découvrant qu'elles avaient une utilité et une certaine popularité, se réappropriant en nous expliquant ensuite qu'ils en avaient seuls le monopole. Il se trouve que l'anticipation, ce que nous avons appelé, sur une initiative de Xavier, il y a un certain nombre d'années, le décèlement précoce, sont des éléments qui s'enseignent au conservatoire, puisque nous disposons d'une école des analystes, futurs analystes des métiers du renseignement, qu'il soit le renseignement militaire, le renseignement stratégique, le renseignement économique, qui n'est pas de l'intelligence économique, concept sans fondement dû à une traduction particulièrement malheureuse, comme fear of crime ne veut pas dire sentiment d'insécurité. Et donc tous ces éléments ont trouvé leur place au conservatoire comme un espace naturel où pouvaient naître et se développer des sciences et des technologies nouvelles, sans contrainte, mais au bénéfice et dans l'intérêt du service public, autour d'académiques ayant un long et important parcours universitaire et de professionnels permettant l'alliance légitime entre des concepts et des applications. Non pas à savoir qui et pourquoi nous avons perdu la bataille d'Azincourt, sujet sans doute historiquement intéressant mais peu pratique, mais comment on adapte les connaissances qui sortent du terrain pour en faire des éléments de transmission et de diffusion. Et ici, autour d'un certain nombre de collègues, dont Xavier, nous avons pu développer ces outils pour former des étudiants, mettre à niveau des professionnels et leur permettre de s'exprimer jusqu'au bout par un parcours qui va du certificat au doctorat dans une logique LMD, mais aussi RNCP ou BA, MBA, DBA, ce qui sont les charmes de ce grand établissement qu'est le Conservatoire national des arts et métiers. Aujourd'hui, Xavier nous a invités, sur son initiative, soutenue par le pôle sécurité, défense, renseignement, criminologie, cybermenaces et crise, nous avons essayé d'être précis et larges, nous ne sommes pas au chômage, de parler de détecter, démontrer, décider. Il y a une trentaine d'années, autour de Michel Rocard, nous avions décidé que le renseignement était un sujet trop important pour être laissé aux seuls espions et qu'il fallait intégrer désormais le concept de sécurité globale hors des frontières traditionnelles entre services et hors des problématiques de répartition des compétences et des responsabilités dans les services pour traiter de sa rénovation, de sa modernisation, un peu comme Yves Lacoste avait rappelé à juste titre que la géographie était aussi géopolitique et que la géopolitique était aussi l'art de la guerre. Ce logique de décèlement précoce nous avait amené à convaincre, dans les années 80, dans les années 2000,
l'État de créer, je me permets de faire des révélations ici exclusives, un petit outil que nous avions de manière assez amusée appelé IRMA, comme une petite boutique que vous pourriez trouver dans les foires, afin d'aider l'État à anticiper sur les 10 années à suivre les crises et les enjeux stratégiques qui allaient voir le jour. Cet outil a parfaitement fonctionné pendant une dizaine d'années. Il a été d'ailleurs évalué, expertisé. Il a permis de comprendre ce qu'étaient les mécanismes de l'anticipation, ce qu'on pouvait voir quand on l'avait devant son nez, même si on ne voulait pas le voir, ce qu'on ne voyait pas et qui nous échappait, mais qui allait apparaître, et parfois sur quoi on pouvait se tromper en estimant une apparition qui n'arriverait jamais. L'outil avait donné un résultat assez inattendu, 50% de « on l'a vu », 10 ans plus tard, 40% de « on ne l'a pas vu » et 10% de « on s'est totalement planté ». Un résultat très largement supérieur à la prospective classique où évidemment l'enjeu général est de ne pas se faire prendre quand on s'est trompé ou qu'on n'a pas vu, ou surtout qu'on a été très affirmatif dans le fait que des choses évidentes n'arriveraient jamais. Curieusement, pour des raisons qui nous échappent, les adversaires, les ennemis, les terroristes ou les dictateurs passent leur temps et leur vie à nous annoncer qu'ils vont faire des choses. Alors, sans revenir à un aspect ad Hitlerum de Mein Kampf à la déclaration de Vladimir Poutine sur l'Ukraine n'existe pas, ce n'est qu'une seule nation et un seul peuple, et donc l'existence des deux pays n'a aucun sens. En juillet, quelques mois après son invasion, nous n'avons jamais cessé d'avoir des informations et des éléments que nous n'avons pas crus, car notre art particulier est l'aveuglement et l'amnésie. L'aveuglement pour ne pas croire ce qui est devant notre nez et l'amnésie pour oublier assez rapidement comment nous nous sommes trompés la fois précédente. La plupart des rapports des commissions d'enquête après une grande catastrophe administrative, politique ou sécuritaire commencent par 1. On savait tout ou presque, 2. On n'a pas compris ce qu'on savait. Les Américains ont une formule magique. We did not connect the dots. Nous n'avons pas connecté les points. 3. Ça serait bien si ça ne se renouvelait pas. Et ça se renouvelle de manière permanente. Michel Rocard avait une formule magique. En matière de grandes catastrophes, toujours privilégier la connerie au complot. La connerie est à la portée de tous et donc largement répandue. Le complot nécessite beaucoup d'intelligence et d'organisation. C'est très rare. Et pourtant, que ça soit l'un ou l'autre, souvent, nous avons ces petites défaillances reconnues plus ou moins bien par l'État. Alors, souvent, ces défaillances sont liées non pas à une absence de connaissance ou de communication, mais à un trop-plein. C'est un des problèmes de la collecte, à une difficulté à la décision, c'est un des problèmes de l'action, mais la défaillance majeure était souvent dans l'analyse, la capacité à hiérarchiser, comprendre et connecter les informations dont on disposait. Et une partie de cette erreur a été engagée ou structurée autour de ce que nous avons appelé, avec Xavier d'ailleurs, le fétichisme technologique. Le fait de transférer à des machines et à des algorithmes seuls la capacité non pas d'accélérer, de valider ou d'invalider une intuition ou une démonstration, mais de le faire à la place de. Et souvent, l'outil a défailli car il ne fonctionne que rétrospectivement et qu'il avait le plus grand mal à fonctionner prospectivement. Souvent, nous expliquons avec Xavier que la police prédictive est une escroquerie. Alors c'est une escroquerie, il n'y a pas photo sur le sujet, mais elle a souvent été vendue comme un outil prédictif alors que c'est un outil compilatif. Et donc la compilation fournit des éléments statistiques, des probabilités, mais en aucun cas des sûretés. Ceci dit, après avoir moi-même mis en place à la police de New York, au moment où nous avons créé après 2001 le service de renseignement antiterroriste de la police de New York, c'est toujours amusant pour un non-espion de créer un service d'espionnage. Après tout, il y a un côté culturellement amusant. Et puis, ça permet d'en parler aux autres par la suite, en étant un peu dedans, un peu dehors. Un ami de la famille ou un cousin éloigné. On a découvert les prémices de ce qu'allait devenir Palantir. Un outil fortement intrusif en termes d'une sorte de Dyson de la donnée, à un moment où les données devenaient de plus en plus nombreuses à cause de notre addiction à ce petit appareil et aux réseaux sociaux qui se sont connectés. Mais aussi, on a vu les limites de l'exercice dans le fait d'être noyé par l'information et la difficulté qu'il y avait à s'en sortir. C'est pour cela que des binômes ont été créés entre des officiers de police judiciaire spécialisés dans le crime organisé, l'infiltration, l'intrusion, parfois la manipulation, et de brillants et jeunes ingénieurs ou analystes ayant, eux, la vision de la modernité et des outils.
Aujourd'hui, ce qui semble apparaître, c'est que nous avons un espace complexe entre Terminator et Matrix. La science-fiction, comme toujours, nous indique ce que va devenir le monde dans son pire ou dans son meilleur, mais pas dans ces espaces sur lesquels nous pouvons influer. Le pire dans la capacité des machines à s'indépendantiser totalement, et ce qui vient de se passer dans les équipes de Sam Altman montre que les derniers tenants du frein ont été éjectés par les tenants de l'accélérateur. Donc nous sommes dans une phase d'accélération de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Je sais qu'elle est très artificielle, je ne sais pas si elle est déjà intelligente, mais vous traiterez de cette question bien mieux que moi tout à l'heure. Nous savons que ce qui est prévisible est aujourd'hui probable, et de ce point de vue-là, nous devons prendre les choses et les regarder en face en considérant ce qui est. Nous savons que la guerre que nous estimions possible est déjà là, elle est en face de nous, et qu'un certain nombre des erreurs que nous avons faites, notamment en réduisant ce qu'étaient nos propres capacités militaires en défense opérationnelle du territoire, en capacité qui n'était pas que de la projection avec une armée un peu expéditionnaire et un peu échantillonnaire, qui avait un peu de tout, beaucoup de rien, devait être entièrement révisée. Nous rattrapons un retard considérable, mais nous ne faisons que le rattraper avec des temps qui sont longs et difficiles et des opportunités complexes. Nous avions une guerre, l'Ukraine-Russie, nous venons d'en voir renaître une autre, ce que j'appelle les guerres éternelles, Gaza, Palestine, Israël et alentours. Nous avons de retour d'empires puissants que nous avions oubliés, empire chinois bien évidemment, empire perse que nous appelons Iran, empire ottoman que nous appelons à tort Turquie, en tout cas de leur point de vue, empire slavo-orthodoxe, c'est-à-dire la Russie au sens large et ses interdits et ses lignes rouges. Bientôt un conflit qui est face à nous et que nous essayons d'oublier alors même qu'il vient de commencer, Azerbaïdjan-Arménie. Quand le président chinois vous dit qu'il récupérera Taïwan à n'importe quel prix et sous n'importe quelle condition, c'est qu'il va le faire puisqu'il vous le dit. De temps en temps, il faut les croire. Et donc, à chacun de ces éléments, la France, dans son histoire de puissance, dans sa nostalgie de puissance et puis dans ses engagements internationaux, aura quelque chose à faire et à voir, et elle aura besoin d'outils et de capacités à comprendre et à utiliser ces outils. Ces outils ne sont pas des idoles, ils ne sont que des outils, ils doivent être connectés à des cerveaux, ils correspondent donc à un besoin, une nécessité absolue de survie et d'anticipation sur ce que pourrait être un avenir que nous pourrions encore maîtriser. C'est un élément essentiel de souveraineté, et pour cela, il faut des outils, des humains et surtout un réflexe et une démarche citoyenne. Nous sommes en train d'apprendre la résilience, il va falloir aussi que nous redécouvrions la résistance. Merci à vous, je vous souhaite une excellente journée de travaux et je passe la parole à Xavier, grand organisateur et ordonnateur de cet événement. Entre Alain et moi, au fil des temps, nous avons tous été grands quelque chose.